Nous sommes service public. Qu'est-ce qu'on fait face au réchauffement climatique? Mais c'est pas tant le réchauffement climatique en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à la surchauffe urbaine. Bienvenue sur Daily Green, le podcast dédié à la nature en ville. Je m'appelle Hicham Ennakla et toutes les 2 semaines, je vous invite à parcourir la ville et partager un moment avec celles et ceux qui font de nos villes des lieux plus vivants, plus verts, sensibles à la santé et à la cohésion sociale. Bienvenue sur Daily Green. Bonjour Jean-Jacques, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Daily Green. Pour commencer, j'aimerais savoir comment vous allez. Bonjour Hicham, ravi d'être parmi vous. Je vais très bien, merci. Pour commencer, j'aimerais que vous vous présentiez, et cela librement. Je suis directeur général des services de métier en collectivité locale et plus particulièrement en commune, avec une mobilité géographique réduite, puisque je n'exerçais que dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var. Je suis sur des fonctions de direction générale depuis 30 ans maintenant, toute taille de commune. Et actuellement, donc, je suis dans une commune de 13 000 habitants dans le Var qui s'appelle Cuers. Voilà, au niveau présentation, j'ai pas beaucoup d'autres choses à dire me concernant. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre parcours ? J'ai fait des études de commerce, puis Sciences Po Aix-en-Provence. J'ai d'abord travaillé un peu dans le privé et puis après j'ai passé les concours de la fonction publique et c'est dans le cadre des concours de la fonction publique en 1980 que je me suis retrouvé dans le monde des collectivités locales que je connaissais absolument pas et par hasard par rapport au poste qui était proposé pour les lauréats du concours. Donc je me suis retrouvé directeur général des services d'une commune de 3500 habitants. Et en fait, ça m'a beaucoup plu, la fonction m'a beaucoup plu et du coup, je suis resté tout au long de mon parcours professionnel et dans le secteur public et sur le niveau communal et sur des fonctions de direction générale. Et j'ai fait toutes les tailles de communes. Après Mérargues, j'ai fait Cassis, station balnéaire bien connue. Après, j'ai fait DGA à la ville de Toulon pendant 8 ans, où j'avais la construction des ressources humaines à y faire. Après, j'ai fait un deuxième passage à Cassis pendant la création du parc national des Calanques, c'était d'ailleurs très intéressant. Puis je suis parti à Marignane, qui est une ville de 40-80 000, en tant que DGS. Et je me retrouve à Cuers, ville de 13 000 habitants, depuis 2020. Et donc bientôt, il y aura les municipales, et donc soit je resterai, soit je reprendrai mon baluchon pour de nouvelles aventures. D'accord. C'est intéressant. Est-ce que, pour ceux qui ne connaissent pas la fonction, est-ce que vous pourriez nous détailler le rôle de directeur des services généraux dans le cadre d'une commune ? C'est une fonction très particulière. D'abord, on est sur ce qu'on appelle un emploi fonctionnel, donc on garde une partie de fonctionnaires, mais on garde une partie aussi différente, beaucoup plus précaire, qui est en relation directe avec le maire. L'exercice fondamental de la direction générale des services est en fait dans son appellation, c'est-à-dire directeur général des services, c'est-à-dire que vous êtes l'autorité suprême de l'ensemble des services municipaux, donc que vous dirigez sur leur côté opérationnel, que vous conduisez, et en même temps, vous êtes l'interface avec les élus en général et avec le maire en particulier, où normalement vous êtes avec le directeur de cabinet, son deuxième bras droit. Et la fonction est assez particulière au sens où, au quotidien, donc, outre les problématiques d'être un directeur général d'entreprise publique, parce que moi je considère que les collectivités sont devenues des entreprises publiques, vous avez également le travail de relation, de coordination avec les élus, qui sont un peu comme dans une entreprise privée s'il y avait les actionnaires présents tous les jours dans les bureaux. Voilà. Et avec des logiques qui sont parfois différentes. Et il y a une certaine complexité, et ça fait partie intrinsèque du métier, d'essayer d'arriver à faire le lien entre ces deux univers qui cohabitent dans un même lieu. Le maire ayant en plus l'autorité territoriale. Donc en plus, il y a un côté un peu schizophrénique de ces organisations, puisqu'en fait, quelque part, il y a deux têtes. Voilà. Et donc ce qui ramène encore plus de complexité. Voilà. Après, c'est un métier passionnant. D'abord parce que en tant que dirigeant, donc vous avez le management et la direction opérationnelle de tous les services municipaux.
Et ensuite, parce que vous avez une empreinte et une emprise directe sur le terrain. Et donc, en fonction des décisions qui sont prises et du travail qui est réalisé par la mairie, eh bien, la ville se transforme, positivement ou négativement. Et moi, j'y suis resté surtout pour ça, parce que ça, c'est quelque chose que je pense qu'on ne trouve pas ailleurs. Et l'échelon communal en particulier, qui est qu'en fait, les décisions que vous prenez, ou les décisions que vous faites prendre, ou les décisions que vous réalisez pour le compte des élus, donc quelle que soit en fait l'origine de la décision, ben, en fait, vous en avez une transcription immédiate sur le terrain. Je m'en du bras parce que j'ai la fenêtre et j'ai l'extérieur. Et en fait, toute l'action qui est conduite par la municipalité, que ce soit les élus ou les fonctionnaires, eh ben, en fait, elle se retrouve opérationnellement, très concrètement sur le terrain et ça se voit. Voilà. Et donc, D'accord. donc ça, c'était extraordinaire comme travail. Donc c'est un poste, c'est un poste clé. J'ai envie de vous poser la question de savoir quelles sont les qualités que cela requiert, qu'il faut avoir pour pouvoir assurer ce genre de poste. Je dirais que comme pour tous les managers et encore plus dans des environnements complexes, la première qualité, c'est la patience. Donc il D'accord. faut avoir beaucoup de patience. Il faut avoir des qualités managériales classiques. Et il faut aimer en fait les territoires, il faut aimer les gens si vous voulez pleinement réussir dans ce métier-là. Si vous n'avez pas envie en fait de rendre la ville meilleure, de rendre la vie des gens meilleure, vaut mieux faire autre chose. Me donne une excellente transition. En 2022, vous avez donc lancé le label Ville basse température l'été. Comment elle est née cette idée? Alors, c'est assez amusant à raconter parce qu'elle est née tout à fait par hasard. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de sensibilisé donc, au concept de développement durable. Hein. Hans Jonas, la question de laisser la terre, donc la question de la responsabilité en fait morale que l'on a par rapport aux générations futures, hein, qui est le grand bouleversement apporté par Hans Jonas. Et donc la transcription qu'on peut en faire et sa matérialisation sur le fait de laisser à ceux qui nous succèdent des potentialités au moins équivalentes à celles que l'on a trouvées. Mais je suis arrivé en 2020 et il y avait énormément à faire parce que c'était une ville très en retard au niveau de l'organisation administrative et des équipements et de l'entretien de la ville. Et en 2022, donc au mois de juin, la télévision annonce qu'il y a un record de température à Cuers avec 38 degrés. Et le 20h de TF1 annonce qu'il débarque sur Cuers. Donc je vais voir le maire et je leur dis bon, c'est très bien, nous on est dans des générations où le 20h de TF1 ça a encore vous voyez, une dimension qu'il n'y a plus chez les jeunes. Chez nous c'est quelque chose d'assez institut. Il y a une pression, il y a de suite une pression en Une fait. Et donc je institution. lui dis mais qu'est-ce qu'on va leur raconter? Ouais, ouais, ouais. Et donc je lui ai dit qu'est-ce qu'on va leur raconter? Voilà, et en fait, c'est parti de là. En même temps, nous avions commencé à travailler un peu sur la chaleur néanmoins, et on a profité du tournage pour faire des mesures toutes simples et que scientifiquement, qui sont en général rejetées, mais qui sont très significatives et symboliques, c'est-à-dire des mesures de température au sol avec des pistolets thermiques, des thermomètres Mhm. portatifs. Et devant le collège, le lundi après-midi du tournage qui était mi-juin, on a fait un relevé à 61. Ça a été un choc. Parce que même si c'est pas forcément la vraie température, se dire que C'est à proximité des enfants, en fait, il y a des températures pareilles, voilà, ça a été un révélateur. Donc de là, deux choses se sont passées. La première, c'est que j'invente rapidement ce slogan ville basse température l'été. Le maire se l'approprie tout de suite. Et ensuite, ben, moi, je suis un professionnel des collectivités locales. Quand j'ai une démarche embryonnaire, ben, on établit un schéma directeur, c'est-à-dire qu'on commence à réfléchir sur qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et dans le temps. C'est fait. l'idée, c'était d'aller directement l'appliquer sur le terrain. Oui, ben, on est professionnel C'est du parti service comme ça. public, hein, c'est-à-dire qu'en fait, le problème a été abordé par moi et par le maire d'une manière, nous sommes service public, qu'est-ce qu'on fait?
face au réchauffement climatique, mais c'est pas tant le réchauffement climatique en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à la surchauffe urbaine. Parce que le réchauffement climatique, moi, le maire était en phase avec moi, on l'a évacué de suite, c'est-à-dire qu'on n'a absolument pas voulu rentrer dans le débat, il n'existe pas, la faute à qui, la faute à quoi, et qu'est-ce qu'il faut faire sur l'échelle de la planète. Ce n'est pas la France qui va régler le problème du réchauffement climatique, et encore moins QRS. Voilà. Donc par contre, en tant que service public, quelles sont les mesures et quelles sont les actions que l'on peut conduire à court, moyen et long terme pour amortir l'effet du réchauffement climatique sur QRS, ça c'est nous. Voilà. Et donc on est parti là-dessus. C'est très clair. Vous avez voulu passer directement à l'action sur votre propre territoire. Ça, on le comprend bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement en quoi consiste ce label et quels ont été les principaux objectifs? Oui, alors c'est pas vraiment un label, c'est plutôt une démarche. Donc en fait, le schéma directeur, il s'est construit sur quels sont les domaines sur lesquels nous pouvons intervenir en tant que puissance publique. Et donc il vient assez facilement le fait qu'on peut intervenir sur l'adaptation de nos rues. On peut intervenir, premier domaine, on peut intervenir sur les bâtiments publics. Deuxième domaine, on peut intervenir sur les aires de sport et de loisirs qui sont particulièrement exposées. Troisième domaine. Et quatrième domaine, qui est le plus ambitieux, qui est on peut modifier le PLU. On peut modifier le plan local d'urbanisme et il faut intervenir sur le plan local d'urbanisme si on veut vraiment faire quelque chose. Pourquoi ? Parce que tout ce que je viens de dire jusqu'à présent, c'est sur le domaine public ou le domaine privé de la mairie. C'est-à-dire en fait sur les choses qui nous appartiennent. Si on veut vraiment apporter des solutions à l'échelle de la ville, les acteurs privés doivent être obligatoirement associés à la démarche. Et ce que nous pouvons préconiser doit également être utile et applicable sur le secteur privé. Et il n'y a que par le PLU qu'on peut le faire, c'est que par le PLU qu'on touche les particuliers, qu'on touche les entreprises installées et qu'on touche la promotion immobilière. Donc ça, c'est les 4 domaines de départ. Et à partir de la deuxième année, j'en ai rajouté un 5e qui est la promotion, puisque il faut promouvoir cette démarche-là, et notamment, il faut se mettre en réseau, parce que la réussite de la démarche, elle nécessite également de se mettre en réseau et de faire des retours d'expérience entre collectivités locales. Donc on a créé ce 5e. Donc j'ai créé un groupe LinkedIn Ville Basse Température auquel vous appartenez, où il y a actuellement, alors que le groupe est fermé, c'est-à-dire que c'est moi qui fais rentrer les gens, on a quand même 500 membres au bout de 2 ans et demi. Je confirme. Qui est un groupe de partage en fait d'informations, c'est-à-dire tout ce qui est publié sur le sujet de la ville fraîche, la basse température sur LinkedIn est amené dans le groupe pour être accessible à l'ensemble des membres du groupe. L'idée, c'est vraiment un partage. Vous avez déjà commencé finalement ce 5e point que vous l'avez déjà commencé très tôt en créant ce groupe LinkedIn, effectivement. Donc, pas le relais de votre vie. Il me tenait particulièrement à cœur, et avec le salon qu'on a organisé derrière de la même manière. Moi, je suis un vieux, et je suis encore plus un vieux DGS. Il y a quelque chose qui est resté chez moi comme étant une grande frustration, c'est que tout le monde parle depuis des années d'agilité, tout le monde parle depuis des années de transversalité, d'horizontalité, mais en fait, tout le monde est en silo dans la réalité des choses. Je caricature, mais à peine. Et en fait, dans cette démarche. Il y a un gisement monumental en France qui est complètement sous-exploité, c'est l'expérience. Voilà. Et donc je préconise et je fais tout pour qu'on puisse partager les expériences, parce que ça fait gagner un gain considérable. Et donc que ça soit le salon ou que ça soit le LinkedIn, voilà, ça sert à ça. Ça sert à faire des REX et que les REX soient diffusés le plus largement possible. Alors justement, en fait, quels sont les retours que vous pouvez nous faire au bout de 3 ans? On est en 2025, 3 ans après le lancement. Quels sont les enseignements? Oui, alors d'abord, les enseignements sont multiples.
D'abord, il faut être patient parce on peut être sur du temps court, mais on est aussi beaucoup sur du temps long. Dans Ça, la c'est nature, forcément. la première leçon. Et en politique, le temps long, c'est plus difficile. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dès que vous voulez faire quelque chose pour l'environnement, malgré tout ce qu'on vous raconte, tout est plus cher. Et donc, il y a un frein économique certain à la volonté et à l'ambition qu'on peut avoir. La troisième grande leçon, c'est qu'il faut faire plusieurs choses à la fois. Il n'y a pas une solution pour un territoire, il y a des solutions pour un territoire. Et donc, il y a une multitude de petites actions. Et après, il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas par rapport aux spécificités que l'on peut avoir ou par rapport à des solutions qui en fait n'en sont pas. Parmi les deux exemples de solutions, une chez moi et une qui n'est pas chez moi, par exemple, une qui n'est pas chez moi, le retour d'expérience qu'a pu faire notamment l'ADEME sur le sujet, les toits blancs, notamment dans les entreprises, parce qu'il faut des surfaces planes, ça marche. Ça fait baisser de quelques degrés la température à l'intérieur du bâtiment. Par contre, il y a un réfléchissement du soleil et de la lumière extrêmement important, du fait de la couleur blanche. Oui, Quand vous êtes tout à à fait. proximité de l'habitation, c'est un enfer. Comment ça se matérialise auprès des habitations autour, en fait? En fait, il y a un tel réfléchissement de la lumière et du soleil par la peinture blanche qu'il y a un accroissement de luminosité autour. Et donc, quand vous êtes riverain, excusez-moi cette expression-là, vous en prenez plein la gueule. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, par conséquent, c'est une solution qui a été plutôt abandonnée et réservée à des sites où il n'y a pas de logement à proximité. Approximé. Voilà. Ok. Très Euh, clair. deuxième exemple, là chez nous, donc on a travaillé quasiment immédiatement sur les enrobés ocre, un peu inconsciemment en réaction aux 61 degrés sur l'enrobé noir. Voilà. Une fois que vous avez compris la problématique des couleurs par rapport à la lumière et par rapport à la chaleur, donc on est parti sur de l'enrobé ocre à la place de l'enrobé noir. Donc neuf, l'enrobé ocre et l'enrobé noir, c'est 15 degrés au sol de différentiel de température en Entre les faveur deux. de l'enrobé ocre. C'est-à-dire l'enrobé ocre à 15 degrés de moins de chaleur à exposition équivalente. Donc on est parti sur toutes les voiries que nous rénovons dans le centre-ville, on les passe en ocre. L'ocre est entre 2 et 3 fois plus cher que l'enrobé noir. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans le sud, il pleut peu et que le goudron de la chaussée, en fait, s'encrasse assez rapidement du fait des gommes des pneus. Et ça Et sombrit. la sombrie, ouais. Et la pluie n'est pas suffisante pour lessiver la surface. Conclusion, dans un premier temps, c'est sale. Et les gens, ça leur plaît pas parce qu'ils disent c'est sale par rapport à l'effet Ouais. de propreté de l'enrobé ocre lorsqu'il a été posé. Et ensuite, au bout d'un an, l'enrobé ocre est totalement encrassé par les gommes des pneus. Et quand vous faites Il des redevient mesures noir. de température, il n'y a plus que 4 à 5 degrés d'écart D'accord. entre l'enrobé noir et l'enrobé ocre encrassé. D'autant plus que dans le sud, l'enrobé noir en fait s'éclaircit du fait de l'exposition au soleil. Et donc on se retrouve avec les deux phénomènes à peu près 4 à 5 degrés maximum d'écart, alors que le produit coûte 2 à 3 fois plus cher. Donc nous on l'a chaussé et on ne l'a gardé que pour les trottoirs, parce que c'est toujours mieux pour le piéton. Est-ce que vous imaginez que finalement cet enrobé-là aurait pu être plus efficace dans une ville où il y a plus de pluie Oui, Est-ce que... Ouais, oui, d'accord, oui, donc ça veut dire que oui, oui. techniquement, on est aussi vraiment dans le contexte même de la ville. Géographique, oui. Oui. Voilà, donc bien entendu, nous sommes partis dans l'arborisation, comme tout le monde. On a compris qu'il fallait planter des arbres. Un arbre adulte qui fait de l'ombre, c'est 30 degrés d'écart de température au sol par rapport C'est au ce que soleil. vous avez constaté? C'est ce que donnent les mesures. Il n'y a rien de mieux pour D'accord, donc la rafraîchir solution. que l'arbre. Sauf que l'arbre, ça prend du temps pour grandir. Sauf que l'arbre, il faut choisir une espèce qui remplit un certain nombre de conditions, peu d'eau,
des racines le plus verticales possible, etc. Donc il y a plein de caractéristiques. Et puis il y a des endroits où on ne peut pas planter d'arbres parce que les rues sont trop étroites ou parce que les sols sont trop encombrés. Mais ça reste la solution. Et c'est la solution, on a fait un sondage, nous, c'est la solution qui plaît le plus aux gens, hein. L'arbre, ça reste une valeur sûre de la population. Le deuxième outil, la deuxième solution qui a marché très très bien, c'est l'ombrière. C'est-à-dire, en fait, donc nous, dans la rue principale, qui est mal exposée parce qu'elle est nord-sud, et donc entre 11 heures et 15 heures, elle est en plein soleil, et donc avec des températures très importantes. Donc on a mis un voilage, une ombrière donc de façade à façade. On ne peut pas planter d'arbres parce que la rue est trop étroite. Et il y a 25 degrés d'écart entre la température au sol à l'ombre et la température au soleil à côté. Et je vais même plus loin, parce que ça je l'ai vécu moi personnellement. Quand vous vous promenez dans la rue au soleil et que vous approchez de cette rue-là, vous avez un effet de climatisation, comme si vous rentriez dans une pièce climatisée. C'est Donc en fait, impressionnant. la rue est complètement couverte en fait. Oui, 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 oui. C'est impressionnant, c'est impressionnant sur le plan de la réaction physique du corps de se retrouver dans cet espace-là. Donc ça aussi, ça marche très bien. Et donc typiquement, c'est le genre de projet que vous vouliez dupliquer dans d'autres rues ou là pour l'instant elle est appliquée à la rue principale? D'abord, on s'est mis en plan pluriannuel. Le ressenti, ça suffit, mais on a voulu quand même faire par un bureau d'études sur les îlots de chaleur en centre-ville. Voilà. Et après, on sélectionne les lieux. Là, depuis l'année dernière, hein, là, elle est en place pour la deuxième année. On avait une cour de maternelle très exposée au soleil. Cette année, on y a mis les mêmes ombrières dans la cour. Voilà. Le chantier spectaculaire cette année pour la ville de Cuers concernant en ville basse température, on a un jardin public qui a été conçu avec un très grand pré. Donc ça paraît assez évident et assez intuitif de se dire il faut un grand pré, comme ça il n'y a pas d'obstacle et les enfants s'amusent dessus. L'été, c'est une fournaise. Dans le jardin public, il y a des balançoires, des tourniquets qui sont au soleil. Donc il y a plus de 50 degrés de température sur les jeux. Ouais, donc invivable. Voilà, invivable, impraticable, etc. Voilà, donc cette année, on a lancé une opération spéciale ville basse température sur le jardin qui se traduit par 3 actions en une. Nous avons planté 30 arbres. On a fait un arboretum pour avoir une micro-forêt, en tous les cas un espace ombragé de grande dimension pour apporter de la fraîcheur. On a mis les ombrières sur l'ensemble des jeux. Et on a créé 2 pergolas géantes végétalisées pour que les parents puissent attendre à l'ombre. Voilà. Je veux revenir sur sur les grandes leçons que vous disiez. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, chaque fois que je suis interrogé sur ce que nous faisons, c'est que, en fait, tout ça, ça paraît, moi, plus j'en parle, plus ça me paraît dérisoire. Au sens où c'est pas grand-chose, quoi. Est-ce qu'on n'est pas sur une question finalement de bon sens qui fait que Oui. finalement on a l'impression que c'est dérisoire, même si l'action est vraiment remarquable, puisque vous l'avez menée déjà. Je veux dire, elle a beau être Mm. dérisoire, vous l'avez menée, vous avez des Mm. retours d'expérience. Mm. Aujourd'hui, vous pouvez en parler Mm. concrètement. Ben, concrètement, ça marche. Quand je dis dérisoire, c'est-à-dire que ce sont des solutions en fait qui paraissent tellement à la portée de tout le monde et tellement simples qu'elles en deviennent dérisoires. Mais elles marchent, et deux, effectivement, il y a eu toute une période dans la société, on va rester sur la France, hein, dans la société française, où on a voulu s'émanciper et se faire plaisir sur trop de choses, en oubliant complètement l'expérience des anciens et la manière dont les anciens se sont organisés. Et on est en train, je pense, sur un certain nombre de points, d'y revenir, parce que c'était du bon sens. Voilà. Et en fait, j'utilise beaucoup cette image-là, la villa californienne, c'est-à-dire la villa avec des grandes baies vitrées, etc., dans le sud de la France, l'été, c'est la mort. Ou alors, il faut avoir des climatisations de folie.
Et dit climatisation de folie, dit énergivore, dit refoulement de la chaleur à l'extérieur. Enfin voilà, tout ce qu'il faut pas faire. C'est pas pour rien que les anciens avaient des volets aux fenêtres voilà, et planter des arbres autour des maisons et des arbres caducs pour que l'hiver, par contre, le soleil entre. Donc on est bien effectivement, je pense, dans un certain retour d'une certaine pratique. Intéressant. En tant que municipalité, vous avez parlé tout à l'heure, vous aviez des actions dans le domaine privé. Comment justement engager, alors que ce soit les entreprises, que ce soit les copropriétés, à mener des actions? Comment vous, en tant que municipalité, vous pouvez les engager, les motiver, si on peut utiliser ce mot-là, pour qu'ils participent justement à ce rafraîchissement de la ville? Ouais. Alors, bah, il y a plusieurs façons de procéder. Il y a d'abord, je dirais, à l'amiable, qui est que quand on a des porteurs de projets, nous, systématiquement, on les amène sur le fait que la recevabilité du projet dépend d'un certain nombre de choix architecturaux dans l'objectif et dans la démarche ville basse température. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça fonctionne plutôt bien d'ailleurs, à ma grande surprise, mais ça fonctionne qu'avec des gens qui sont volontaires. Donc le moyen de l'imposer, quand on est obligé de l'imposer parce que la bonne volonté n'y est pas, c'est le PLU dont je parlais tout à l'heure. Donc là, nous, on est en modification depuis l'année dernière, on a lancé la modification du PLU spécial ville basse température, pour y sanctuariser des îlots de fraîcheur qui sont encore naturels dans la ville, et pour durcir, entre guillemets, les surfaces de pleine terre, les surfaces végétalisées et les matériaux qui sont choisis lors des programmes immobiliers. Voilà. Donc ça, on fait ça. Et par contre, je veux le dire, on rencontre quand même un certain nombre et d'ailleurs je le vois moi avec le salon professionnel, hein, dont c'est la 2e édition cette année, on rencontre quand même de plus en plus d'entrepreneurs qui veulent être exemplaires sur la question on va dire du développement durable. Donc ça passe par la question du recyclage des matériaux, etc. Et ça passe par des solutions de perméabilisation et ça passe par des solutions donc, de rafraîchissement. Donc il y a aussi de plus en plus des acteurs économiques qui sont imprégnés et qui sont un peu militants aussi. Ils n'en oublient pas leurs affaires hein, et leur business plan, mais qui cherchent voilà, à être également exemplaires sur ces volets-là, selon leur intérêt premier pour un ou l'autre de ces volets. Ça m'amène une question en fait, justement, qui va regrouper le fait qu'on ait des pratiques anciennes qui répondaient aux enjeux actuels et à nos enjeux futurs, à des entreprises qui sont de plus en plus sensibles, mais aussi des citoyens qui sont de plus en plus sensibles. Vous avez parlé tout à l'heure du 5e point qui était celui finalement de parler de vos actions. Comment vous le voyez Est-ce que ça pourrait passer par des collaborations avec d'autres municipalités? Est-ce que ça pourrait passer par, je ne sais pas moi, des cas d'utilisation avec de la documentation à diffuser? Comment en fait ce très beau projet qui aujourd'hui porte ses fruits, auquel vous avez assez de recul, peut permettre d'inspirer d'autres collectivités et pourquoi pas d'autres entreprises et d'autres acteurs privés? Moi, je vois les choses de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je peux faire et que nous pouvons faire à notre niveau, et puis il y a des choses qui nous dépassent. Ce que nous pouvons faire à notre niveau, moi je considère que c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire le groupe LinkedIn et le salon professionnel. Pour aller plus loin, il faudrait qu'une entité s'empare du sujet et comme vous le disiez en début, considère qu'elle peut en faire un label, voilà, et porte cette démarche-là sous forme de label. Nous, à notre niveau, c'est pas possible, on est trop petits pour ça. Par contre, de manière concomitante, donc là je parle pour le monde des collectivités locales, de manière concomitante à notre démarche de 2022, l'ADEME travaillait également sur le sujet et l'ADEME a créé une application qui s'appelle Plus fraîche ma ville
qui est une application à laquelle nous avons participé dans sa conception, puisque l'ADEME s'est rapproché de nous, puisqu'en fait on était sur les mêmes sujets. Et moi j'en fais toujours la publicité gratuite, parce que je la trouve révolutionnaire. Je vais expliquer le mot pour deux raisons. La première, c'est que l'application est gratuite. Et il est rare, même au niveau de l'État, qu'on ait des choses gratuites. Et ensuite, le fondement même de cette application, c'est basé sur les retours d'expérience. C'est-à-dire en fait que quand vous êtes une collectivité locale et que vous souhaitez agir sur basse température ou plus fraîche, hein, comme on voudra, en fait, vous rentrez dans cette application-là et vous avez une arborescence à votre disposition qui est une arborescence en fait qui décline toutes les actions possibles en matière de rafraîchissement urbain, et qui vous aide donc à poser le diagnostic, qui vous aide à faire une évaluation financière de ce que vous voulez faire et qui vous appuie sur des retours d'expérience de collectivités locales qui ont fait la même chose que ce que vous espérez faire. Donc je trouve le produit remarquable. Donc ça s'appelle Plus fraîche ma ville et c'est la start-up d'État conduite par l'ADEME qui l'a produit. On se croise souvent, hein, quand on est invité sur des webinaires ou sur des forums, je les croise souvent. Ils sont bien entendu venus présenter à notre premier salon, j'y tenais leurs produits. Voilà. Donc c'est une combinaison, la diffusion en fait de la démarche, en tous les cas de l'esprit de la démarche, parce que c'est ça qui est important. Voilà. Et après sincèrement aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience et il y a quand même beaucoup de collectivités locales qui se sont lancées dans le rafraîchissement urbain. Alors, nous, on est un peu à part parce qu'on a une démarche quasi systémique qui est assez exemplaire par l'étendue du domaine d'action. La deuxième exemplarité, je dis par rapport à ce qui nous revient comme évaluation, hein, c'est que nous sommes une petite ville de 13 000 habitants et que c'est souvent les grosses villes qui ont les moyens de faire ce genre de choses. Donc nous, on est un peu l'exemple en disant, mais c'est pas parce qu'on est petit qu'il n'y a pas possibilité de faire. Voilà. Donc on a cette dimension, on a cette exemplarité-là, mais force est de constater, et c'est la bonne nouvelle, que beaucoup de collectivités se sont emparées du sujet, au moins sur un certain nombre d'actions, et l'action la plus commune aujourd'hui, parce que pour une collectivité locale qui a toujours une dimension politique, le milieu a une forte résonance, c'est les écoles, et c'est la transformation des cours d'école, et ce qu'on appelle donc les cours oasis. Nous, on l'a fait sur la dernière école, énorme chantier, 13 millions d'euros, où on a voulu un label BDM, c'est-à-dire bâtiment durable méditerranéen, voilà, et avec une cour oasis. Et donc les écoles, c'est un sujet dont s'est emparé énormément de collectivités. Et la cour d'école donc a l'avantage d'en faire un îlot de fraîcheur plutôt qu'une cour bitumée comme il y a aujourd'hui. Et il y a un retour également un peu sociologique qui est intéressant, qui est que par rapport aux questions de violence scolaire, par rapport aux questions d'excitation scolaire, par rapport aux questions de harcèlement scolaire, les enfants qui évoluent dans des cours qui ont été retravaillés et renaturés, il y a, d'après les études qui sortent, un net changement de comportement dans les enfants et un apaisement général de l'ambiance de l'ambiance au niveau des enfants. Donc raison de plus pour y aller. Pour y aller, oui. Moi, me vient une question. Tous ces projets, est-ce qu'ils ont une connexion entre eux? Alors, la connexion, c'est probablement vous, puisque vous êtes là à la coordination de différents projets au sein de la ville. Est-ce que finalement, il y a un plan global qui intégrerait par exemple la biodiversité dans cette volonté de rafraîchir la ville, de renaturer, de revégétaliser? Oui. Est-ce que vous l'avez ou pas? Oui, alors, moi j'ai Nous, on est parti sur ville basse température, qui est un des volets voilà, du développement durable. Il y en a bien d'autres. Mais je prends deux exemples. Une ville basse température ou une ville plus fraîche, c'est une ville qui forcément va être renaturée. En étant renaturée,
vous travaillez forcément sur l'eau et vous travaillez forcément sur la biodiversité. Obligatoirement. Voilà. Justement, est-ce qu'il y a une ambition d'avoir peut-être un indicateur de biodiversité ou pas le sujet Non, actuellement? à ce stade-là, non. Non. D'accord. Non. Je ne peux pas répondre non. On a conscience, puisque vous avez vu que je vous ai répondu assez rapidement, donc c'est quelque chose que l'on a à C'est vrai. l'esprit. C'est pas quelque chose que je suis allé chercher très loin. Donc on a conscience que la renaturation, les trames vertes, voilà, va permettre de maintenir, voire de redévelopper des écosystèmes et de la biodiversité en ville. Euh, la question des nappes phréatiques, on a bien conscience que chaque fois qu'on déperméabilise, chaque fois qu'on recrée des espaces verts, voilà, on retravaille la question du ruissellement de l'eau de pluie et la question donc de la pénétration dans les sols de la pluie. Voilà, tout ça s'est intégré. Après, nous, on a de faibles moyens, on essaye, voilà, on s'est amusé, mais le slogan a déjà été pris, hein. J'avais trouvé ville économe en jouant sur le deuxième O et en mettant EAU au lieu de O, Ouais. et en déployant un petit schéma directeur sur qu'est-ce que c'est qu'une ville économe donc avec EAU en majuscule dans économe. Voilà, donc c'est intégré, hein. On a besoin, l'eau c'est la vie, hein. De toute façon, on est obligé de travailler sur l'eau également, mais les deux objets sont forcément liés. Renaturer la ville sans eau, c'est Très compliqué. voilà. Donc voilà, donc tout reste quand même très intriqué, même il y a toujours évidemment la nécessité de faire des choix, hein. Bien évidemment. Merci bien. Alors, j'ai une question qui est d'ordre général. Si vous aviez une carte blanche, quelle serait la grande action que vous feriez pour votre ville avant 2026 ou après 2026? J'allais vous répondre qu'on a tout fait déjà. En tout cas, une action qui vous tient à cœur, quelque chose que Non, vous aimeriez déployer. ouais, non, ouais, c'est dur comme question, hein, de manière improvisée, hein. En fait, ce à quoi je m'attache le plus aujourd'hui, ce que j'aimerais laisser à QRS, c'est que QRS a la particularité d'être entre la forêt et une autoroute et un chemin de fer, et après c'est la plaine viticole. Et donc, à l'intérieur du périmètre entre forêt et autoroute et chemin de fer, donc il y a la ville, et il y a encore une partie de la ville où il y a de la terre agricole, mais qui n'est plus considérée comme... parce qu'on a protégé nos terres agricoles pendant ce mandat, on a fait ce qu'on appelle une ZAP, une zone agricole protégée, mais pas pour les terres, les terres naturelles encore qui sont à l'intérieur, on va dire, de la ville. Et en fait nous sommes arrivés à un moment pour moi que je considère historique de la ville, c'est-à-dire que toutes les terres naturelles n'ont pas encore été prises et urbanisées. Et donc il est encore temps de construire un couloir vert D'accord. qui est à la fois un couloir de préservation des écosystèmes, qui est un couloir également de fraîcheur et qui est un couloir de balade pour les familles aussi. Voilà. Si je comprends bien, c'est un couloir qui traverserait la ville et qui irait vers la zone protégée, c'est ça? Qui fait un arc de cercle entre les deux extrémités de la ville. Génial. Voilà, sur les Ok, terrains où il reste encore un peu de nature. ok. Voilà, Bon, ça, c'est un très beau projet. voilà. C'est un très beau projet. Voilà, s'il y avait une chose, ça serait on est en train d'y travailler pour y arriver. Ça me tient particulièrement à cœur parce que si c'est pas fait maintenant, c'est déjà tard, hein, parce qu'il y a déjà des Projet. coupures, il y a déjà des Mm. coupures sur lesquelles il est difficile. Il y a déjà un mitage et donc des coupures sur lesquelles il est difficile, enfin, il n'est même pas possible de revenir. Mais on est à un moment où si c'est pas fait maintenant, ben, ça sera plus possible du tout. Ce sera trop tard, d'accord. Je Voilà, ça comprends. sera trop tard. Voilà. Donc c'est ça, moi, bon, c'est ma réaction immédiate, hein. Si j'avais du temps à y réfléchir, Non, non, mais c'est peut-être très, que très c'est autre intéressant chose, parce que c'est mais une réaction, j'ai l'impression, qui vient du cœur et qui est finalement très concrète pour un navire très, très proche, quoi. Merci beaucoup, Jacques. Moi, Jean-Jacques, j'ai une dernière question. oui. Alors pareil, ça va être improvisé. Je voulais pas envoyer, et c'est là où finalement c'est ce qui est Mhm. intéressant. Si vous Mhm. pouviez inviter une personnalité vivante ou disparue
à partager à un moment autour d'une balade et pourquoi pas dans un endroit qui vous tient à cœur, un grand espace vert et pourquoi pas ce futur espace dont vous nous avez parlé. Qui serait-elle? Sur le plan international, une des figures les plus remarquables de l'humanité pour moi, c'est Nelson Mandela. Excellent. Mais il faudrait que je parle parfaitement bien anglais, ce qui n'est pas. Moi, je parle l'anglais, mais du sud de la France, c'est plus difficile d'avoir une conversation avec un anglophone. Voilà. En France, si je lis ça, enfin, au sens de lier, hein, avec le sujet dont on parle, Oui, par exemple, ou même personnellement, hein, ça peut être. j'aurais bien aimé pouvoir inviter Michel Serres, par exemple. D'accord. Le philosophe français qui est décédé il y a pas très longtemps, il y a 2 3 ans, et qui était, je pense, quelqu'un. C'est le père d'un ouvrage assez connu en culture générale qui s'appelle Le contrat naturel, où il appelait à une relation, une nouvelle relation entre l'humanité et la nature. Et donc, c'était, je pense, un homme et une personne dans sa profession remarquable. Donc ça serait Michel Serres. Génial. Merci beaucoup en tout cas Jean-Jacques. Où Il y a c'est pas de qu'on quoi. peut vous joindre? Alors il y a le groupe Ville Basse Température l'été, Température c'est sur ça? LinkedIn, oui, il suffit Vous trouvez? de venir, ouais, de le trouver ou de me trouver sur Vous êtes LinkedIn et de également me sur demander LinkedIn. à rentrer dedans. Et Si- il y a votre salon au mois de septembre également. La deuxième voilà, édition de votre salon. on organise la deuxième. Bon, il faut venir dans le Var, hein, mais on organise la deuxième édition du salon Ville Basse Température et les 2 tables rondes. La première est sur le PLU, comment adapter son PLU au réchauffement climatique. Et la deuxième table ronde est sur comment vivre dans une ville à 50 degrés. Et on s'est associé cette année avec le Human Adaptation Institute à Marseille, comme son nom ne l'indique pas, qui est spécialisé sur l'adaptation du corps humain aux conditions extrêmes et qui vient avec son démonstrateur qui est Son camion. ouais, voilà, simule son simulateur, on va dire, qui simule les conditions de vie à 50 degrés pour avoir une prise de conscience tout à fait précise et juste sur ce que c'est que vivre quand il fait 50 degrés et qui est un peu un écho avec les travaux conduits par la ville de Paris, qui a lancé une grosse étude sur Paris à 50 degrés dans ce même état d'esprit et de savoir qu'est-ce qui va se passer et est-ce qu'on est prêt en termes de services publics à gérer ce type de situation extrême. Parfait. Bah, merci Merci encore à vous. Jean-Jacques. Merci Hicham. À très bientôt. Et puis bah, écoutez, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Partagez. À bientôt. À bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser des étoiles, 5 de préférence sur votre plateforme d'écoute préférée. Enfin, afin de ne rater aucun épisode, inscrivez-vous à notre newsletter, newsletter.delegreen.fr. Prenez soin de vous.